garantir un approvisionnement durable en vaccins COVID-19 pour tous nos pays. Merci beaucoup, docteur Étienne. Nous passons maintenant à répondre aux questions que vous nous avez envoyées par le courriel et celles que nous sommes en train de recevoir à travers le forum Q&A. Nous vous demandons de ne pas oublier d'indiquer votre nom et votre média dans vos questions. La première question nous vient de Grevio Alvarado de Newsweek Trinidad et Tobago et il nous dit: actuellement, la vaccination avec Sinopharm progresse dans mon pays, mais il y a peu de monde dans les centres de vaccination. Que recommande l'OPS aux autorités pour encourager la population? Docteur Barbosa? Merci de cette question. Bien que le vaccin, effectivement, est le meilleur outil que nous avons tout d'abord pour sauver des vies en protégeant les plus vulnérables et également pour obtenir le contrôle de la pandémie, il y a encore des groupes de personnes qui doutent à se faire vacciner. Il faut d'abord bien écouter, identifier quels sont ces groupes, quelles sont les vies qu'ils mènent et qu'est-ce que les ministères de la Santé peuvent organiser pour fournir des informations à ces personnes. L'OPS travaille auprès des ministères de la Santé pour fournir de la coopération technique et de la communication. Il ne s'agit pas d'une campagne de vaccination routinière comme les autres. Malheureusement, les vaccins, comme d'autres mesures, ont été très politisés. Il y a un débat politique au sujet des masques, si l'on peut utiliser les masques, si les vaccins marchent, ne marchent pas. Il faut affronter tout ceci d'une manière directe, en impliquant la société, les soignants, en fournissant toutes les informations nécessaires. Les données que nous avons aujourd'hui, nous avons déjà appliqué 4 milliards de doses dans le monde entier. Et donc, ce sont des données qui ne causent aucun doute. Les vaccins sont en train d'être appliqués partout dans le monde. Les vaccins ont réduit les hospitalisations et peuvent sauver des vies. Il n'est pas possible qu'avec un outil tel que le vaccin dont nous disposons, nous continuerons à constater des décès, des hospitalisations, des thérapies, des soins intensifs lorsqu'il est possible de prévenir tout cela. Par conséquent, il est nécessaire d'avoir une approche qui soit vraiment différente, et des stratégies également que l'on puisse appliquer, partager des données et des informations pour que tous puissent prendre la meilleure décision pour leur vie, pour la vie de leur famille et de leur communauté. Et ceci signifie prendre le vaccin, se faire vacciner. La question suivante est de Inès Capdevila de La Nation en Argentine. Pourquoi le variant Delta met-il plus de temps à exploser en Amérique du Sud que dans d'autres régions du monde, telles que l'Europe et l'Océanie? Et Maria Nena veut savoir que sait-on au sujet de l'efficacité des vaccins anti-Covid contre le variant Delta et est-ce que il peut y avoir d'autres mutations et comment est-ce que l'on peut détecter tout ceci? Docteur Alguiri, s'il vous plaît. Merci. Ce sont 2 questions qui appartiennent à des domaines différents. Pour répondre à la première question, le phénomène d'introduction du déplacement des variants du virus SARS-CoV-2 dans une région, dans un pays ou dans un territoire est un processus très dynamique où plusieurs facteurs, qu'ils soient biologiques ou épidémiologiques, peuvent jouer un rôle majeur. Peut-être est-il trop tôt pour prédire le véritable impact que le variant Delta peut avoir en Amérique du Sud, si nous tenons compte que dans un passé récent, d'autres variants tels que Alpha, qui avaient une grande capacité de transmission également, d'autres variants ont prédominé d'une manière transitoire dans cette temporalité. Et
ont été déplacés et remplacés par d'autres variants tels que le variant Delta. Il est probable que la transmission intense préalable d'autres variants ait provoqué une protection croisée qui diminue peut-être la vitesse de la transmission après l'introduction du variant Delta. Néanmoins, au jour d'aujourd'hui, à la mi-août, nous avons vu une augmentation assez importante communautaire du variant Delta, surtout au Mexique, en Équateur et au Brésil. Et ainsi, il faut que nous continuions alertes, renforcer des mesures de protection et de santé publique et bien évidemment augmenter l'accès à la vaccination. Toutes ces mesures qui continuent à être efficaces pour protéger et éviter la transmission de quelques variants que ce soit du virus. Concernant la question de Bolivie sur les vaccins et sur les mutations, bien évidemment, il nous faut avoir plus d'études pour déterminer quelles sont les mutations ou les changements des vaccins contre les variants tels que Delta. Mais il est important de souligner néanmoins qu'il y a de plus en plus de données qui indiquent et qui signalent que la plupart des vaccins stimulent une immunité suffisante qui prouve avoir une efficacité contre la plupart des variants et surtout protège contre la maladie sévère, l'hospitalisation et les décès. Et finalement, j'aimerais insister que ce sont les hauts niveaux de transmission, c'est-à-dire la réplication du virus SARS-CoV-2 chez des êtres humains qui favorisent les mutations. Un taux élevé de vaccination est la meilleure arme pour lutter contre l'apparition des mutations de virus et j'espère avoir répondu aux 2 questions qui m'ont été posées. Merci. La question suivante nous vient de Nicole Yapour de Bloomberg News au Venezuela. Elle nous demande, l'OPS dispose-t-elle d'une date estimée pour l'arrivée de la première cargaison de vaccins au Venezuela via COVAX? Le gouvernement et l'OPS ont tous deux exprimé des inquiétudes quant à la détection du variant Delta au Venezuela. Pourtant, dans le rapport de mise à jour épidémiologique publié le 8 août, le Venezuela ne semble avoir signalé aucun cas au 4 août. Cependant, dans le rapport de mise à jour épidémiologique publié le 8 août, le Venezuela... Et elle demande, y a-t-il un problème de confirmation de ces cas? Et l'OPS sait-elle combien de cas de Delta variable ont été détectés au Venezuela? Merci pour ces questions. Il n'y a pas de date spécifique de l'arrivée des vaccins. Il y a certaines démarches compliquées entre le gouvernement, COVAX et l'OPS. Et nous espérons que tout ceci puisse être accéléré et que jusqu'à la fin août, nous arrivions à livrer les vaccins. Et que les vaccins de Sinopharm pour ce tour de vaccination. Concernant le variant Delta, le gouvernement a confirmé la présence du variant Delta dans le pays. Et comme c'est quelque chose de dynamique, le nombre de cas nous montre que le variant Delta a été détecté, mais il y a des courbes variables et nous sommes attentifs et nous attendons les prochaines informations qui nous viendront du gouvernement pour pouvoir détecter les variants, pour prendre des échantillons, mais également pour la confirmation des laboratoires internationaux. Merci, docteur. Concernant ce qu'a dit la directrice au sujet des acquisitions des vaccins, nous avons plusieurs questions. Du New York Times en anglais. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur le fonds renouvelable pour les vaccins COVID? Est-ce que l'OPS va négocier directement au nom des gouvernements membres de la région? Est-ce qu'il y a une estimative de combien de vaccins et pourquoi est-ce que c'est lancé maintenant?
Et, quelle est la nouvelle offerte de fonds renouvelables? Est-ce que cela représente le futur justement de l'achat collectif des vaccins de COVID-19 dans la région pour le COVAX? Merci. Merci beaucoup de ces plusieurs questions à propos de cette nouvelle initiative. Laissez-moi, s'il vous plaît, éclaircir qu'il ne s'agit pas justement d'un fonds renouvelable pour le vaccin COVID. Le vaccin pour le COVID fonctionne dans le pays depuis plus de 40 ans. C'est seulement l'année dernière, en 2020 et 2019, que le fonds a donné plus de 400 millions d'unités de vaccins, de seringues et d'autres dispositifs pour les pays de la région. Le fonds renouvelable est la source principale des vaccins pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes pour leur programme d'immunisation. Et ce fonds a déjà distribué des vaccins contre la polio, la méningite, la rougeole et beaucoup d'autres maladies qu'on peut éviter par le vaccin. À propos de COVID-19, le fonds a justement trois axes. La première règle est que le fonds renouvelable est l'un des deux mécanismes d'achat au nom de COVAX. Alors, cette partie de COVAX, de fonds renouvelable avec UNICEF, fait l'achat après que fait un accord avec les producteurs de vaccins. Et le fonds renouvelable a donc développé des fonds pour les pays d'Amérique latine et de Caraïbes, avec plus de 20 millions de dollars pour la facilité COVAX. La seconde règle est que le fonds renouvelable déploie également des dons pour COVAX en appui et pour faciliter les dons parallèles. Et cette initiative annoncée par le directeur est destinée à donner une autre alternative aux pays. Souvenons-nous que les facilités COVAX ont offert aux pays qui participent à ce mécanisme que COVAX déploie des vaccins pour 20% de la population, ce qui est très important parce que ça va protéger la population la plus vulnérable. Mais pour atteindre le contrôle de la transmission, les pays doivent aller au-delà de ces 20% et ce n'est pas encore clair si la facilité COVAX va pouvoir offrir davantage de vaccins après ces 20%. C'est pour cela que nous avons commencé des négociations avec les producteurs et nous avons négocié directement avec des producteurs qui ont des doses d'urgence et qui ont été autorisés justement par l'Organisation mondiale de la santé. Nous parlons de vaccins de haute qualité. Nous avons offert cela à ces pays qui veulent augmenter leur accès vaccinal. Nous aurons donc des pays qui auront la COVAX Facility et des pays qui auront des accords bilatéraux et qui auront cette opportunité d'augmenter la couverture vaccinale pour atteindre 70 à 80% de couverture vaccinale qui est nécessaire pour contrôler la maladie. C'est la nouvelle initiative qui est déployée dans tous les pays de la région qui sont membres justement du Fonds renouvelable. Nous avons reçu des estimatives justement pour ces pays. Nous sommes en train de travailler de près avec ces pays pour éclaircir certains de ces aspects et nous sommes en train de travailler avec les producteurs justement pour négocier ces accords justement pour augmenter l'accès du vaccin. L'accès Venezuela peut avoir accès à ces accès pour payer la doute qu'ils ont pour le fonds avec le fonds renouvelable et pour les achats du fonds renouvelable, ceci va être cherché dans les pays qui informent et qui ont un grand intérêt à proposer d'autres possibilités de soutien financier. Mais normalement, tous les pays peuvent participer. Mais rappelez-vous qu'il faudra payer ces vaccins
et le Venezuela devra faire un effort pour chercher des ressources supplémentaires pour pouvoir accéder à cette nouvelle alternative qui va compléter les efforts que les autres pays sont déjà en train de déployer. Merci beaucoup, Dr Barbosa. Les questions suivantes du Nation News de Barbados et Daniel Collin du Guatemala. Chersine nous demande en anglais. À quel point doit-on se préoccuper des variétés Delta dans les Caraïbes? Et Daniel nous demande quelles mesures le Guatemala devrait-il prendre pour freiner l'augmentation des cas de Covid-19 compte tenu du fait qu'un autre variant, en l'occurrence Delta, a été confirmé. Docteur Aldigueri. Merci beaucoup de ces deux questions et je vais les répondre maintenant. Pour la variante Delta dans les Caraïbes, ce que nous savons, c'est que à travers des rapports qui ont été justement au canal de renouvelable, la variable Delta a été détectée dans 28 pays et territoires dans les Amériques, y compris des pays de Caraïbes orientales. Alors, essentiellement, nous parlons d'Angola, Barbados, Aruba, Curaçao, la Guyane française, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et les îles Virgin Islands. Et ce delta a été associé surtout à des voyageurs en Amérique latine. Et beaucoup des variants sont en train de circuler ensemble ou associés à des transmissions communautaires dans le pays, y compris justement les variantes alpha, gamma et d'autres variantes d'intérêt. À partir d'aujourd'hui, la transmission du variant Delta a augmenté, spécialement au Mexique, où il était détecté dans 31 personnes qui ont été vérifiées. Et nous avons eu justement des séquences également en Équateur et au Brésil, où cela augmente. On a beaucoup plus d'échantillons. Encore, ce n'est pas encore la variante dominante. Et nous avons donc des remplacements de variants qui sont attendus et nous ne savons pas encore exactement quel sera l'impact de Delta sur les pays d'Amérique latine. Cependant, il est important d'observer que la dynamique des variantes est multifactorielle et que cela ne prend pas place seulement parce qu'il y a une plus haute capacité de transmission de part des variants. Nous devons donc insister que les efforts pour contrôler l'épidémie soient centrés sur essayer de réduire la transmission indépendamment du variant, en mettant en pratique et en maintenant tous les outils nécessaires que nous avons sous la main et qui ont montré qu'ils étaient être efficaces, y compris le port du masque, la distanciation sociale et la restriction des accès. Et maintenant, la question du Guatemala au sujet du variant Delta. Bien qu'il ait été démontré que le variant Delta a une capacité de transmission très élevée, si l'on compare ce variant à d'autres variants préoccupants, il n'y a pas encore d'évidence ou de solide pour affirmer que ce variant est plus dangereux ou qu'il peut mener à l'hospitalisation et au décès. Et on a besoin d'avoir plus d'études pour pouvoir mesurer la sévérité de la maladie associée à ce variant. Dans tous les cas, toutes les mesures de contrôle utilisées par la santé publique, y compris l'utilisation de masques, la distanciation sociale, l'isolement de contact et d'autres, tous ces outils ont démontré être efficaces pour diminuer la transmission de ce variant Delta et de tous les variants qui circulent en ce moment dans notre continent. Ainsi, c'est là que l'on devrait se
qu'on devrait concentrer les efforts pour réduire la transmission des cas. Mais également, les vaccins qui ont été homologués par l'OMS ont démontré être efficaces contre le variant Delta et contre les autres variants en diminuant d'une manière significative le risque d'hospitalisation et le risque de décès. Ainsi, même si l'on ne tient pas compte du variant, quel est le variant qui circule, il faut continuer à utiliser les mesures de sécurité et également continuer à essayer de vacciner la plus grande partie de la population qu'il est possible de vacciner. Merci, docteur. La question suivante en anglais nous dit... Cette semaine, les Nations Unies ont lancé un nouveau rapport climatique. Quelles sont les indications de changement climatique pour la santé, spécialement maintenant pour la santé pour les nouvelles pandémies? Merci beaucoup de cette question. Je sais que vous parlez justement de COVID-19, mais en fait, c'est un sujet très important puisque le changement climatique représente un des principaux dangers pour la santé et que nous devons justement essayer d'obtenir les objectifs de développement durable. Le rapport qui a été lancé cette semaine montre sans aucun doute que l'influence humaine a changé le climat à un taux qui n'a connu aucun précédent dans les derniers 2000 ans. L'importance de l'homme s'est montrée déjà prépondérante dans le changement climatique, comme par exemple les incendies, les pluies, les sécheresses et les cyclones tropicaux, entre autres. Tous ces changements climatiques ont directement impacté et indirectement impacté la santé des personnes. Environ 12,6 millions de personnes sur la planète, où 23% des morts sont attribuables justement à ces changements climatiques. Et entre 2030 et 2050, le changement climatique va causer 250 000 morts de plus chaque année, ce qui sera dû à la mauvaise alimentation, le paludisme et d'autres maladies générées par les changements climatiques. Les personnes commencent déjà à tomber malades et perdent leurs moyens de vie et des infrastructures publiques à cause des changements climatiques, sont menées à la pauvreté et sont retirées de leur situation normale. Et cela crée des défis de plus qui impliquent des effets négatifs pour le secteur de la santé. Beaucoup de ces effets seront augmentés par les changements climatiques, mais il y aura des effets encore plus dévastateurs à cause de cela pour les économies et pour les sociétés du monde. Par exemple, en 2019, décembre, l'ouragan Dorian a atteint les Bahamas en laissant 70 000 personnes sans domicile et il a eu un effet de 3,8 billions de dollars de dommages, ce qui représente environ 40% du produit brut de Bahamas. Et cela a contribué également à la transmission de maladies. La chaleur extrême contribue également à des maladies et d'autres effets indirects du changement climatique augmentent les risques de nouvelles maladies comme le paludisme, la fièvre dengue et d'autres maladies. Dans notre région, entre ceux qui sont le plus affectés par les changements climatiques sont les personnes qui vivent dans des petites îles. Les enfants sont les plus atteints également et les personnes âgées. Les projections indiquent que plus de 162 millions de personnes peuvent être déplacées des îles de Caraïbes vers 2100. Des industries de multimillions de dollars seront perdues. Et 31 aéroports de Caripent et des milliers de kilomètres de routes seront impactés par les changements climatiques. Et cela vient au-delà des effets dévastateurs qui seront plus fréquents et plus
forts comme les ouragans, les sécheresses, les inondations et les tempêtes. OPS travaille avec le secteur de la santé pour préparer sa réponse à ces impacts et nous devons construire des systèmes plus résilients et qui éviteront des émissions de gaz à effet de serre et évitant les effets sur la région. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, c'est extrêmement important, mais nous devons également essayer de faire face à ces événements dans le futur. La facilité pour la résilience face au changement climatique signifie donc des facilités qui seront sécurisées, qui seront saines et qui éviteront les changements climatiques face aux changements climatiques qui se présentent depuis les ouragans aux sécheresses et les prolongées et les inondations qui vont se présenter dans le futur. Il nous faut trouver donc des nouvelles facilités sanitaires et les pays devront prendre cela en considération dans leurs efforts pour atténuer les effets climatiques. Nous devons donc également investir dans la prévention. Seulement 3% des ressources sanitaires sont investies justement pour la promotion de la santé et pour la prévention, ce qui n'est pas suffisant. Alors, OPS coordonne donc des projets avec des partenaires pour recevoir et mettre en pratique des projets pour le Green Planet Project et pour augmenter la capacité des systèmes de santé pour se préparer à répondre et se récupérer rapidement des événements climatiques qui vont les atteindre. Ces investissements vont renforcer nos facilités dans le système de santé, nous aideront à faire face au changement climatique et aux futures pandémies au potentiel. Nous avons donc fait des efforts supplémentaires pour aider les communautés humaines et animales. Nous devons mieux comprendre ces liens et nous devons augmenter justement les systèmes de surveillance et nous préparer à agir par anticipation pour aider justement le système de santé. Connaissant justement notre empreinte de carbone et notre santé, va aider à protéger nos générations futures. Et je dois renforcer qu'il nous faut renforcer nos systèmes de santé, les augmenter pour leur permettre de mieux répondre dans les systèmes dans les moments d'urgence, que ce soit lié à des changements climatiques ou à de futures pandémies. Il nous faut prévenir les futures pandémies qui sont liées à la destruction de nos systèmes de santé et au changement climatique, pendant que nous renforçons nos sociétés. Le changement climatique représente un défi important pour tous les secteurs et pour toutes les sociétés. Et Dr. Etienne, la question suivante nous vient de Kadine Joseph de Observer à Antigua et Barbuda en anglais. Est-ce que OPS peut expliquer cette diffusion de COVID-19, surtout entre les personnes non vaccinées et qui crée des crises énormes pour les pays? Est-ce que l'organisation est préoccupée justement se soucie des protestations contre le vaccin à Barbuda et dans d'autres territoires? Merci beaucoup pour cette question si importante. Les personnes non vaccinées, les adultes, représentent plus de 95% des nouveaux cas de COVID-19, surtout dans les services de santé. Alors, dans ce sens, la couverture vaccinale dans plusieurs pays est encore à un point très bas ou un niveau suboptimal, surtout dans les Caraïbes. OPS a lancé des recommandations dans son site Internet par rapport aux pays des Caraïbes et dans les pays. Et les recommandations est que toutes les personnes doivent être vaccinées quand elles recevront cette opportunité d'être vaccinées. Et c'est spécialement important pour les personnes qui sont dans les groupes prioritaires à cause de leur âge ou de leur genre de travail, par exemple les travailleurs du secteur de santé, ou ceux qui sont en contact avec le public, ou ceux qui contribuent à la sévérité du virus de COVID-19. Et je veux souligner ce qui est lié à cette question, ce que les travailleurs du secteur de santé
devraient être vaccinés pour se protéger eux-mêmes et également protéger leurs patients et leurs familles. Et par rapport à la question de santé du public, cette mesure s'est montrée vraiment très bonne pour réduire la diffusion de la COVID. La population doit donc continuer de faire la distanciation sociale à tout moment et quand ce n'est pas possible, utiliser des masques et évidemment laver les mains, désinfecter ses mains et faire attention avec les contacts. Et OPS recommande également d'utiliser surtout des masques partout dans le temps quand il y a des autres niveaux de population qui ne sont pas vaccinés. Il faut utiliser donc des masques. Nous recommandons également d'analyser la flexibilisation des mesures de santé publique et selon les évaluations de risque qui ne doivent être faites que dans certaines zones des pays qui ont déjà mis en pratique des mesures pour réduire la transmission et qui devront rester vraiment vigilantes pour éviter justement l'augmentation dans leurs institutions de santé. Nous avons vu justement beaucoup d'augmentation de cas et de cas de haute transmission qui ont été mentionnés à cause justement de la présence de certaines variantes qui sont plus transmissibles, comme le variant Delta. Dans ce sens, il est très important de maintenir ces mesures de prévention publique et être vacciné aussitôt que possible et dès que le vaccin sera offert et sera disponible. Merci. Comme habitant des Caraïbes, je veux ajouter mon point de vue. Je suis vraiment très soucieuse de ce qui se passe dans les Caraïbes. La région des Caraïbes, pendant très longtemps, a été la sous-région qui a eu la plus grande couverture de vaccins. Et ce sont des vaccins routiniers, ce que nous voyons cependant maintenant. Et plus de personnes qui sont tout à fait relaxées par rapport aux mesures de santé et mesures barrières. Et nous voyons justement des personnes qui ne veulent pas se vacciner et nous voyons des gens du système de santé qui ne veulent pas se vacciner. Et je veux faire un appel à mes concitoyens caribéens. S'il vous plaît, nous devons vraiment prendre soin de nous. Nous avons des lits limités et une capacité de traitement d'urgence limitée dans nos îles. Nous sommes dans des petites îles. Nous avons également peu d'expertise pour ce qui a trait aux travailleurs de santé, aux personnes qui peuvent s'occuper de ceux qui sont malades. Et nos systèmes de santé seront justement mis à bas très rapidement si nous avons des augmentations. Je ne sais pas quelles sont les sources qui mènent à ce genre d'hésitation de prendre du vaccin, mais je peux vous dire que les sources ne sont pas basées sur la science et je veux vous demander de, s'il vous plaît, faire attention aux sources qui sont vraiment basées sur des preuves scientifiques. Les vaccins fonctionnent. La preuve que les vaccins fonctionnent est ce que vous voyez, le nombre d'urgences qui est tombé dans ceux qui sont été vaccinés, parce que les cas maintenant qui sont hospitalisés avec les maladies graves sont ceux qui n'ont pas été vaccinés. Ce sont 95% des cas. Pour vous protéger, vous devez recevoir les 2 doses du vaccin. Si c'est 2 doses, vous devez recevoir les 2 doses. Si c'est une seule dose, ne va pas vous protéger dans un vaccin qui doit avoir 2 doses. Le meilleur vaccin pour tout le monde est le vaccin qui est disponible. Alors, s'il vous plaît, utilisez les vaccins qui sont disponibles. Et en même temps, s'il vous plaît, faites attention aux avis publics. Faites attention et suivez les conseils de santé. Ne pas être vacciné et ne pas faire attention aux mesures barrières
est une atteinte justement à une capacité hospitalière. Nous sommes en train de jouer avec nos vies. Alors, s'il vous plaît, réveillez-vous, faites attention, sortez de votre rêve parce que nous savons que les vaccins sont sécurisés, que vous pouvez être... nous sommes en train de suivre, de contrôler les effets collatéraux de ces vaccins. Ils sont sous surveillance. Vous pouvez vous vacciner. Et nous prenons action immédiatement sur les effets adverses pour les éviter. Alors, toutes les médications que nous prenons ont toujours des effets. Nous savons qu'il y a des effets collatéraux et nous les prenons. Il y a toujours de nouvelles technologies et tous ces effets, justement, ont été faits. L'important, c'est que, justement, nous ayons des résultats. Alors, les effets négatifs sont ou indésirables sont une partie qui fait partie du vaccin. S'il vous plaît, vaccinez-vous, portez vos masques, pratiquez les gestes barrières et la distanciation sociale. Nous savons que dans les Caraïbes, nous aimons être ensemble, nous aimons la convivialité, mais évitez cela. Et s'il vous plaît, observez justement l'étiquette et les effets barrières et lavez vos mains, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mes amis des Caraïbes. Merci, Dr Etienne et Dr Ugarte. La question suivante, dans le chat, nous vient de Laura Barros de l'agence EFE et demande combien de vaccins Covid sont disponibles à travers le renouvelable de l'OPS et voudrait savoir quand est-ce que ces premières livraisons auraient lieu, surtout parce que plusieurs pays ont notifié que leur livraison n'arriverait qu'en 2022. Plusieurs pays l'ont reporté. Merci pour cette question qui me permet d'éclaircir d'autres points. Nous sommes en train de négocier avec tous les producteurs qui ont l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS, avec tous les producteurs. Et nous cherchons à savoir quelle est la disponibilité de vaccins qu'ils ont pour le dernier trimestre de 2021 et pour le premier trimestre de 2022. Nous avons déjà des propositions de vaccins pour cette année, et pour le dernier trimestre de 2021 et pour 2022 également. Les pays nous ont envoyé jusqu'au 30 juillet des estimations qu'ils avaient pour 2021 et pour 2022. Nous sommes maintenant en discussion avec les pays pour clarifier certains aspects. Les pays peuvent changer leur demande pour 2022 jusqu'au 1er septembre. En même temps, nous sommes en train de négocier auprès des producteurs parce qu'il faut éclaircir toutes les clauses, les prix, le transport, toutes les démarches. Mais ce que nous espérons, c'est commencer à livrer les pays qui ont demandé les vaccins à partir du mois d'octobre. Lorsqu'on aura la date et la quantité exacte, nous informerons les pays concernés. Voici la situation que nous avons au jour d'aujourd'hui. Et comme notre directrice l'a dit, c'est une initiative qui va compléter et qui va essayer de faire en sorte que les pays puissent avoir l'accès à plus de vaccins pour qu'ils puissent répondre à une couverture vaccinale élevée, c'est-à-dire 70-80%, que nous pensons que c'est ce pourcentage qui est nécessaire pour pouvoir contrôler l'épidémie. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient de Cácer de Cadena au Mexique et elle voudrait savoir si les tests d'antigènes sont efficaces pour détecter le variant Delta. Pauline Alcázar de News Canon. Oui, docteur Sylvain, merci. Jusqu'à présent, le diagnostic virologique du virus SARS-CoV-2 n'a pas été impacté par
l'émergence ou l'arrivée de variants, aussi bien les essais moléculaires qui se basent sur des PCR comme les tests de détection d'antigènes continuent à être extrêmement sensibles et spécifiques pour détecter tous les variants préoccupants, y compris l'objet de la question qui est le variant Delta. Il est très important de souligner que ces tests ne servent pas à faire la différence entre les variants. Les tests PCR et les tests d'antigènes détectent le virus. Il faut tenir compte que tous les essais de laboratoire ont certaines limites, aussi bien biologiques que techniques. Et les résultats dépendent énormément du moment où est pris un échantillon, ainsi que de la qualité de l'échantillon. Le test également tient compte de dans quel contexte se rend l'individu et du contexte épidémiologique. D'une manière générale, il n'est pas recommandé un test PCR ou antigène comme une méthode pour annuler la présence du virus ou dire qu'il n'y a pas de virus. Parce que le test peut montrer un négatif et ceci peut provoquer une sensation de soulagement fausse. Les patients asymptomatiques, il faut tenir compte et faire très attention lorsqu'on met en œuvre ce genre de test ou d'autres genres de mesures de contrôle devraient être priorisés plus que les tests. J'espère avoir répondu à la question précise sur l'efficacité pour détecter les variants avec les tests antigènes. Merci. Merci, docteur. La question suivante de Nora Games-Torres du Miami Herald en anglais. Elle demande à quel point la situation à Cuba est-elle mauvaise et comment peut-on l'atténuer? Merci beaucoup de cette question. La transmission de COVID-19 est très active au Cuba encore. La semaine dernière, 63 000 nouveaux cas ont été rapportés en une semaine, ce qui représente 3,9% au-dessus des chiffres présentés avant. Et il y a des nombres encore plus hauts. Et il y a moins d'augmentation que dans les semaines antérieures, mais c'est encore un nombre très haut. Nous voyons donc une augmentation de plus de 20% comparée aux semaines antérieures. La situation est difficile à cause du manque de dispositions de fournitures de base pour répondre à la COVID-19, mais également à tous les niveaux du système de santé de Cuba. Nous avons travaillé de près avec le ministère de la Santé et les autorités de santé pour identifier leurs besoins les plus importants. Entre la fin de juillet et la première semaine d'août, nous avons envoyé des fournitures pour appuyer les premiers niveaux de soins et également pour la COVID-19. Nous envoyons 5 kits de fournitures pour COVID, mais également des kits d'urgence et d'autres fournitures de santé, y compris des matériels pour laboratoire. Nous avons préparé d'autres systèmes d'appui supplémentaires, mais tout cela est limité et nous travaillons avec le ministère de la Santé pour identifier les besoins les plus urgents pour pouvoir explorer avec les donateurs dans les autres pays et les pays qui veulent bien sûr appuyer Cuba dans sa réponse au COVID-19 et dans sa besoin pour répondre à des nécessités plus urgentes, pour qu'il donne un appui de plus au pays. C'est une situation extrêmement difficile et je pense que la solidarité de la région est quelque chose qu'il nous faut exploiter davantage
quoique nous préparions, comme je l'ai dit, déjà la préparation de plus d'une vingtaine de kits d'urgence de plus à être envoyés, également des kits de tests pour la pneumonie et pour d'autres maladies. Là, les besoins sont très élevés à Cuba et nous devons donc mobiliser la solidarité et l'appui envers Cuba du côté humanitaire également. Merci, docteur. Maintenant, nous avons certaines questions. Nous espérons pouvoir les prendre. Nous avons encore beaucoup de questions sur le forum. La question suivante nous vient Maïtias en espagnol qui nous demande: chaque pays prend ses propres décisions, mais il juge trop rapidement les évidences, comme par exemple la décision du Chili et de l'Uruguay pour appliquer une 3e dose des vaccins. Docteur Barbosa, merci. Chaque pays prend ses décisions au sujet de la stratégie de vaccination qu'il va prendre. Mais il faut, en tenant compte de la disponibilité des vaccins, de la situation de la transmission et d'autres facteurs. Nous, à l'OPS, nous avons un groupe d'experts, un groupe régional, un groupe d'experts de vaccins, et nous avons aussi à une échelle globale des groupes d'experts de vaccins de l'OMS, SAGE, de son acronyme en anglais. Le groupe d'experts de l'OMS, hier, a fait une recommandation au sujet de la 3e dose en attirant l'attention que la grande priorité aujourd'hui doit être d'atteindre et de couvrir toutes les personnes qui ont besoin de se faire vacciner. Beaucoup de personnes n'ont pas encore pris la première dose du vaccin. Et beaucoup de personnes qui ont une couverture plus élevée n'ont pas pris la 2e dose qui est fondamentale pour pouvoir garantir la protection. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore des évidences pour recommander ou non une 3e dose. Nous y sommes en train d'y travailler dans plusieurs travaux. Il y a des essais cliniques, des textes dans le monde réel qui sont en train de se déployer pour que nous puissions atteindre un résultat. Mais il n'y a pas encore de recommandation pour la 3e dose. Ce qu'il nous faut maintenant faire, nos efforts doivent se concentrer à ce que tous les pays puissent vacciner leur population, et que les personnes qui peuvent se faire vacciner se fassent vacciner. Voici notre priorité. Merci, docteur. La question suivante de Rayson Jones aux Bahamas en anglais. Les personnes les plus jeunes sont également en train de mourir dans les Amériques, dans les Caraïbes. Nous n'avons pas vu cela dans les vagues précédentes. À quoi peut-on attribuer cela? Et Natalia Vitela, de Reportera Periódico Reforma au Mexique, nous demande quel est l'impact de Covid et des variants comme Delta sur les adolescents et les enfants. Docteur Alguiri. Ce sont 2 questions différentes par rapport à la première question dans les Caraïbes. Il est important de prendre en compte que pendant le premier semestre de 2021, les dynamiques de la transmission ont évolué et beaucoup de sous-régions des Caraïbes ont été atteintes comparé avec 2020. La plupart des pays des Caraïbes ont rapporté des transmissions communautaires avec très peu d'exceptions, ce qui est un changement important comparé à 2020. Dans les Caraïbes orientales, les sommets de transmission ont commencé après Noël, et avec justement la réduction des mesures barrières. Beaucoup de pays ont passé par maintenant de hauts taux de transmission, plus haut qu'avant dans les 18 mois précédents. Les pays du Suriname, Guyane et la Guyane française ont passé par un niveau plus élevé justement de transmission, d'hospitalisation et de mort après le premier trimestre de 2020, justement
2021, pardon. Justement, il y a maintenant des soucis par rapport à l'introduction du variant Delta dans cette partie des Caraïbes. Avec tous ces facteurs pris en compte que je viens de partager avec vous en combinaison avec l'application sous-optimale des mesures de santé publique, l'adhésion limitée aux mesures barrières par les jeunes générations et les taux de vaccination plus bas. Il nous faut reconnaître que juste les groupes, le vaccin dans ces groupes de jeunes a commencé plus tard qu'entre les adultes. Nous avons vu un nombre plus élevé de cas et un nombre plus élevé de morts rapportés. Le message principal à ces groupes dans les Caraïbes est justement que les mesures de santé publique s'appliquent à tous les tranches d'âge. Et un bon message, les vaccins maintenant sont disponibles pour les jeunes adultes, comme l'a déjà dit le docteur Etienne. S'il vous plaît, faites-vous vacciner. Par rapport à la question du Mexique. Pour répondre à la question du Mexique, je vais répondre en espagnol. La question sur les adolescents, les enfants et le variant Delta. Les évidences disponibles que nous avons disponibles suggèrent que les enfants et les adolescents seraient moins susceptibles à l'infection causée par le virus SARS-CoV-2, mais ont un rôle prépondérant et important concernant la transmission et ce que l'on observe dans des pays qui ont obtenu une couverture élevée tels que le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. En utilisant la base de données des pays qui reportent l'âge des cas, nous pouvons dire que à la fin du mois de juin 2021, dans les Amériques, 6% du total des cas reportés, 6% concernaient des mineurs. Néanmoins, certains mineurs peuvent développer un syndrome inflammatoire multisystémique plus grave, plus sévère, et nous avons des rapports au sujet de ceci depuis le mois de mai de l'année dernière qui nous viennent de 24 pays et territoires de la région des Amériques. Et ces 24 pays et territoires ont notifié 6809 cas confirmés accumulés de syndrome inflammatoire multisystémique, y compris les 134 dysfonctions. J'espère avoir répondu à ces deux questions de domaines différents sur les Caraïbes et également au sujet des adolescents et des enfants. Merci beaucoup, docteur. Nous arrivons à la fin de notre session du jour d'aujourd'hui. La question suivante en anglais nous dit: est-ce que vous pouvez nous donner une mise à jour des donations de vaccins dans la région et pouvez-vous nous dire plus à propos du rôle du Fonds renouvelable, Dr. Etienne, à propos de cette question? Jusqu'à maintenant, 40,50 millions de vaccins ont été donnés aux pays d'Amérique latine et d'Europe. 79% de cela ont été donnés pour des donations bilatérales, 21% sont donnés pour des doses spécifiques. La plupart de ces dons ont été des dons des États-Unis et je sais que beaucoup de pays ont exprimé justement leur gratitude et OPS également veut remercier les donateurs. D'autres pays qui ont donné des vaccins sont l'Espagne, le Norvège, la France, le Mexique, Israël et la Chine. Et il y a beaucoup de preuves de ces dons. Tous ces dons sont très importants. 8,3 millions de vaccins qui ont été donnés ont été envoyés et livrés déjà à COVAX. Et 2 millions de plus sont attendus pour août. Le Fonds renouvelable de
OPS coordonne la logistique, la livraison et le passage des vaccins, justement, de ceux qui les donnent à ceux qui vont les recevoir. Elle donne également des conseils techniques et son appui dans tout le processus, y compris les seringues, les mesures et la chaîne de froid et d'autres dispositifs. Nous avons un plan d'action régional pour assurer l'accès équitable aux vaccins, en plus justement à l'engagement de COVAX pour donner justement accès aux vaccins. Notre objectif l'objectif de OPS est de donner un nombre suffisant de vaccins pour atteindre 70 à 80% des pays d'Amérique latine et des Caraïbes et les faire vacciner. Et ce plan fait partie justement du rôle que vaccin a pour assurer justement. Vous avez entendu le docteur Barbosa et cela a lieu déjà depuis des années. Le Fonds renouvelable donne également des vaccins, des seringues, et des dispositifs et des équipements à tous les pays pour les vaccins de routine. En 2019, ce qui a été envoyé à ces pays a été d'environ $800,000. Et malgré des problèmes de logistique et de coûts de transport élevés entre mars et juin de 2020, le Fonds renouvelable a assuré et livré environ 24 millions de doses de vaccins contre la grippe aux pays membres pour protéger les populations et limiter justement la diffusion de la grippe pour nous aider à contrôler les épidémies. La livraison de vaccins pendant la pandémie est une opération complexe et OPS met son expertise accumulée à bon usage pour se procurer et livrer et donner son appui aux pays pour que les pays aient accès aux vaccins. Et je veux conclure en disant que l'accès aux vaccins est extrêmement important. Nous avons des pays qui ont donné des vaccins. Nous leur demandons d'en donner davantage. Mais ce qui est plus important, c'est que les gens soient vaccinés, qu'ils se fassent vacciner et que les pays utilisent ces vaccins. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre session de la journée d'aujourd'hui. Rappelez-vous que vous pouvez obtenir plus d'informations sur notre page internet paro.org coronavirus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous nous verrons mercredi prochain. À bientôt.